Ah, janvier. Un mois de matin glacial et de solitude tranquille après tous les excès et les festivités de la saison des fêtes. Un moment pour réfléchir et faire des projets pour l'année à venir. Et si vous vous détestez suffisamment, c'est aussi le moment d'arrêter de boire et de devenir végan pendant un mois pour pouvoir vous vanter sur les réseaux sociaux. Eh bien, sachez que je vais manger 2 fois plus de viande rouge et boire 2 fois plus d'alcool ce mois-ci pour établir l'équilibre cosmique. Mais c'est aussi un mois où, comment dire, il ne se passe pas grand-chose dans le monde du cinéma. Je veux dire, bien sûr, je pourrais regarder une Nicole Kidman de 200 ans se faire doigter pendant 2 heures ou l'autobiographie d'une pop star d'âge moyen et largement insignifiante racontée à travers un singe en CGI. Mais pour être honnête, je préférais me faire une lobotomie frontale avec la perceuse sans fil de mon père. Mais un avantage d'être coincé au milieu de ce mois le plus sombre et déprimant, c'est que ça me donne un peu de temps pour rattraper des choses que je n'avais pas eu le temps de regarder auparavant. Et l'une de ces choses, c'est Mufasa de Disney, une préquelle d'un remake d'un film d'animation vieux de 30 ans. Et si tout cela ressemble à une justification tortueuse pour un spin-off sans âme et purement mercantile, alors accrochez-vous, parce que vous n'avez encore rien vu. Mufasa est à peu près un microcosme de tout ce qui ne va pas avec Disney moderne. Un projet inutile et vide, commandé pour aucune autre raison que de tirer un peu plus d'argent de l'univers du Roi Lion, racontant une histoire dont personne n'avait besoin ou n'avait demandé, rempli des tropes insupportables habituels conçus pour plaire aux modernes audiences et martelé avec des personnages CG sans âme qui inspirent autant d'attachement émotionnel qu'un sandwich au fromage. Le film commence dans ce qu'on pourrait appeler le présent, où Simba est maintenant le roi de l'Afrique ou peu importe, et lui et sa femme partent pour avoir un bébé. Il laisse donc Timon et Pumba, qui sont de véritables imbéciles dans ce film, s'occuper de sa fille Kiara. Ensuite, le babouin arrive et commence à débiter des conneries sur l'histoire de Mufasa pour que le reste de l'intrigue puisse se dérouler. Oh, et au cas où vous vous poseriez la question, oui, tout ce qui se passe dans le présent est complètement inutile à l'histoire réelle et existe uniquement pour rallonger la durée du film. Je pensais juste que je devais préciser ça. Quoi qu'il en soit, le vrai film commence avec Mufasa et ses parents en route vers un pays magique et absurde appelé Malale ou quelque chose comme ça. Il s'avère que Mufasa n'est pas né pour être roi. Il était juste un lion lambda d'une tribu de lions nomades qui n'avait même pas de territoire. Ensuite, une inondation les frappe. Il est séparé de ses parents et presque tué par des crocodiles jusqu'à ce qu'un autre lion nommé Taka vienne à son secours. La mère de Taka veut l'adopter dans leur clan, mais son mari, le roi Obazi, veut carrément le bouffer. Il décide donc de faire une course pour régler ça, et Taka laisse Mufasa gagner pour qu'il puisse rejoindre le clan. Mais Obazi n'est toujours pas content, alors il force Mufasa à vivre avec les lions comme punition. Mais en fait, ça joue en sa faveur, car il s'avère que les lions font toute la chasse, le travail difficile, et sont généralement les meilleurs en tout, tandis que les mâles se la coulent douce toute la journée, prenant tout le crédit, et sont paresseux, complaisants et arrogants. En conséquence, Mufasa devient un chasseur fort et courageux qui respecte les femmes, tandis que Taka devient jaloux, lâche et plein d'entitlements. Vous commencez à comprendre le message subtil du film? Au fait, je tiens à souligner les défauts selon lesquels, dans la vraie vie, les lions font toute la chasse tandis que les mâles restent à la maison avec les petits et se la coulent douce. En réalité, les lions mâles chassent régulièrement, seuls ou en groupe, et ce sont les seuls membres d'une troupe capable de s'attaquer à de grosses proies comme les buffles et les hippopotames. Mais bon, pourquoi laisser la réalité entraver le message? Quoi qu'il en soit, un jour, Mufasa et la reine sont attaqués par une paire de lions suprémacistes blancs et finissent par en tuer un en légitime défense. Oh oui, et Taka s'enfuit parce que c'est une petite mère qui a été élevée par des hommes. Cela déclenche une riposte à grande échelle des lions suprémacistes blancs, car il s'avère que celui qu'ils ont tué était aussi le fils de leur chef, et ils tuent tout le monde sauf Mufasa et Taka, qui parviennent à s'échapper. Ensuite, ils rencontrent l'intérêt amoureux féminin fort et le babouin, qui se dirigent tous commodément vers le pays magique et absurde du début du film, pour que le reste de l'intrigue puisse se dérouler. Taka tombe rapidement amoureux de l'intérêt amoureux féminin fort, et je ne plaisante pas, il y a un moment où Taka demande à Mufasa des conseils pour la draguer, et Mufasa lui dit qu'il devrait juste l'écouter, parce que les lions mâles ne le font pas assez, et que les lions sont vraiment géniales et méritent plus de respect. Vous commencez à comprendre le message subtil du film? Quoi qu'il en soit, il s'avère qu'elle est plus intéressée par Mufasa, le féministe mâle, ce qui pousse Taka à entrer dans une rage d'incel, et quand il tombe accidentellement sur les lions suprémacistes blancs, il propose de trahir Mufasa. Et au lieu de le tuer, ils lui font immédiatement confiance. Parce que pourquoi pas, non? Quoi qu'il en soit, Taka conduit les lions suprémacistes blancs vers le pays magique, et ensuite il y a un gros combat où Mufasa manque de se faire tuer, mais Taka a un changement de cœur et l'aide. Mais pendant le combat, il est frappé au visage et se retrouve avec une grosse cicatrice.
Ensuite, Mufasa fait un grand discours à tous les autres animaux pour les convaincre de l'aider à combattre les lions suprémacistes blancs, et pour une raison quelconque, ils acceptent tous de l'aider. Mais, quoi? Là? Putain! Vous n'avez jamais rencontré ce type auparavant. Et après un petit discours, vous êtes prêt à non seulement l'accepter comme votre leader, mais aussi à combattre et mourir pour lui? Genre, pourquoi? C'est un putain de lion. La plupart d'entre vous n'êtes que de la nourriture pour lui. Genre, quand tout ça sera fini et qu'il aura faim, vers qui pensez-vous qu'il va se tourner? Oh, et puis Merle, continuons. Ensuite, il y a un tremblement de terre opportun qui fait s'effondrer la montagne et la transforme en la forme du rocher de la fierté. Et oui, même le rocher de la fierté a une histoire d'origine dans ce film. Et ils battent les lions suprémacistes blancs, et Mufasa est acclamé comme le nouveau roi, même qu'il ne veut pas du tout ce poste parce que tous les animaux méritent d'être égaux. Camarades. Ensuite, Taka dit « Désolé pour la trahison et avoir failli tuer tout le monde. Frère, appelle-moi Scar maintenant comme punition. » Attendez une minute, Scar. Ensuite, la mère de Mufasa réapparaît comme par magie parce qu'il s'avère qu'elle a survécu aux inondations. Waouh, quelle chance! Mais vous savez qui n'a pas survécu? Son père, J, suppose que toute cette masculinité toxique a dû avoir raison de lui. Quoi qu'il en soit, l'histoire revient au présent, et Simba est maintenant père pour la deuxième fois, et sa fille fait ressortir sa girl boss intérieure et rugit sur le rocher de la fierté. Et c'est fini. C'est la fin du film. Vous savez, la question que je me pose souvent après avoir vu tant de films aujourd'hui, c'est « Quel était l'intérêt ?» Dans le cas de Mufasa, je pense qu'il est juste de dire qu'il n'y avait aucune raison artistique ou narrative réelle de faire ce film. Personne ne criait pour connaître l'histoire d'un personnage qui est mort dans les 30 premières minutes du film original, et je suis sûr que les scénaristes de Disney ne se creusaient pas vraiment les méninges pour raconter cette histoire. C'était un film fait par pure nécessité financière, parce que le remake du Roi Lion a rapporté une tonne de pognon. Peu importe ses mérites réels, et quelqu'un a regardé le bilan financier de fin d'année et a décidé que c'était une utilisation rentable des ressources et qu'il fallait lancer un autre projet similaire pour gagner encore plus d'argent. Je dis ça parce qu'une fois que vous réalisez que ce film a été fait par nécessité plutôt que par désir, beaucoup des décisions créatives prises commencent à avoir plus de sens. Les références constantes à l'original, la réplication de scènes, de personnages et d'actions que tout le monde a déjà vues. Le cadre de la fille de Simba avec Timon et Pumba dans le présent pour vous rappeler des personnages et des événements d'autres films, meilleurs. Les messages constants et pas si subtils d'émancipation féminine qui sont des ajouts obligatoires à chaque projet Disney ces jours-ci, où les femmes sont à la fois fortes, émancipées et incroyables en tout, mais aussi opprimées, écrasées et sous-estimées. Et les hommes sont soit corrompus, paresseux et lâches, soit, dans les rares cas où ils ont le droit de faire quelque chose de bien, ne sont émancipés que parce qu'un personnage féminin les a mis sur le bon chemin. Cela dit, les mêmes problèmes qui ont entaché le remake du Roi Lion ressurgissent ici. Et je parle de problèmes laids. Le fait que des animaux en CGI photoréaliste avec leur visage sans expression ne se prêtent vraiment pas au genre de drame humaniste et lourd que le scénario exige d'eux, et aucune quantité de chansons et de danses merdiques ne va changer ça. Le casting vocal fait de son mieux, mais je suis désolé, Aaron Pierre ne pourra jamais égaler James Earl Jones en tant que Mufasa, et Kelvin Harrison n'a rien à voir avec Jeremy Irons en tant que Scar. Mads Mikkelsen est complètement gâché en tant que chef des lions suprémacistes blancs. C'est un personnage ennuyeux et unidimensionnel, sans charisme ni intérêt. Honnêtement, la pire chose qui soit arrivée à ce gars, c'est d'avoir joué un méchant vraiment intéressant et complexe dans Casino Royale, parce que ça a ouvert les vannes à un flot interminable de rôles merdiques et copiés, échouant à reproduire ce succès. Oh oui, et puis il y a Seth Rogen et Billy Eichner, les seigneurs jumeaux de la montagne de conneries pas drôles, qui semblent être engagés dans une compétition amère pour voir qui peut vous donner le plus envie de vous crever les yeux avec une cuillère rouillée. Honnêtement, je ne sais pas ce qui condamne le plus rapidement une production. Seth Rogen ou Jack Black. Apparemment, le réalisateur Barry Jenkins a passé un sale moment à faire ce film, et franchement, je le comprends, parce que j'ai passé un sale moment à le regarder. C'est vraiment tout ce qui ne va pas avec les films modernes en général, et le fléau des remakes en live-action de Disney en particulier. Un contenu inutile, sans âme et ennuyeux que personne ne voulait ou n'avait demandé, qui a rapporté à peine un tiers de ce que son prédécesseur a fait, et qui n'a finalement pas réussi à justifier sa propre raison d'exister. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, arrêtez de faire des spin-offs du Roi Lion. Vous l'avez déjà traire jusqu'à la moelle. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Cassez-vous.